Bonjour à tous, merci au NWX Summer Festival de m'inviter lors de cette journée, lors de cette deuxième édition. Je vais vous parler de communauté, parce que les communautés, on en voit tous les jours et on fait tous partie de communautés. Ma communauté, à moi, de cœur, d'origine en quelque sorte, c'est la musique, c'est la communauté musicale. Je me souviens encore, comme si c'était hier, d'un Flavien qui m'interpelle dans les couloirs du lycée et qui me dit « Toi, t'as une tête à faire de la guitare ». Toujours étrange et personne qu'on ne connaît pas et qui nous dit cela. Non, je fais de la batterie par contre. Grands yeux écarquillés. Quoi? Super, ça fait des semaines qu'on cherche un batteur. On se voit le week-end prochain et on va répéter les premiers morceaux. Il me rajoute sur MSN. J'ai bien dit MSN, petit coup de vieux. Et puis, j'attends à peu près 10 minutes d'avoir mon MP3 qui arrive de 2 mégaoctets, morceau des Arctic Monkeys, période anglo-saxonne, british, et en l'occurrence, je répète mon morceau, et puis voilà, l'aventure commence, j'ai mon groupe de musique de lycéens, et puis répétition se faisant, on fait nos premiers concerts, on fait de premiers festivals, on rencontre d'autres groupes, la communauté s'agrandit. Et puis, on a rencontré pas mal de problèmes, de problèmes liés au groupe de musique. On s'est dit, on a trouvé des solutions, pourquoi pas les proposer à d'autres groupes. On crée notre label qui accompagne 5 groupes dans lesquels on croit beaucoup, dans leur tournée, dans leur management, dans la promotion de ces groupes. Et ce label, eh bien, par le biais de cette promotion, va même donner une idée de création d'agences de communication. Celle qui fait que je suis là aujourd'hui. Vous voyez que tout ce parcours, ça a été énormément de rebondissements en quelques années, de saisir des opportunités au fur et à mesure. Et j'ai fait une conférence dans une école de commerce où j'expliquais un peu tout cela. Et j'ai eu quelques questions qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait poser moi-même une question qui était de se dire mais quelle est la finalité de tout ça ? À quel moment je serais satisfait de mon parcours? Et ben, j'ai compris que ce qu'attendaient les étudiants de moi, c'est que je dise un gros chiffre d'affaires, que je dise que j'ai pas mal de salariés et que j'ai créé mon label quand j'avais 18 ans. Et ça y est, à chaque fois, ça faisait l'effet waouh. Mais potentiellement, moi, c'est pas ce qui m'épanouissait. Donc j'ai voulu prendre du recul, regarder un peu comment je pouvais trouver ma réponse, ma quête philosophique en quelque sorte. Et je me suis rendu compte que dans notre économie, il y avait un modèle dominant des entreprises. Ce modèle, c'est ce que j'appelle le modèle darwinien. Alors qu'est-ce que vient faire Darwin dans toutes ces histoires? Eh bien, Darwin, vous le connaissez, celui qui a fait la théorie de l'évolution, théorie qui dit que chacune des espèces vivantes, en quelque sorte, sait s'adapter aux critères de la nature et aux difficultés que cela peut représenter, et qui, au fur et à mesure, fait que les plus agiles, les plus intelligents, les plus forts résistent, et d'autres non. Et donc, il y a l'évolution qui se fait comme cela. Eh bien, quand on prend cette théorie, eh bien, on peut voir que c'est quasiment celle qui nous permet de lire notre société aujourd'hui. Cette théorie de l'évolution de Darwin, elle est impressionnante en quelque sorte parce qu'elle a été adoptée seulement en quelques années. Et quand on essaye de comprendre pourquoi elle a été adoptée aussi vite, on comprend qu'on avait besoin d'entendre ce qu'a dit Darwin. C'est comme Aristote qui a toujours dit que les femmes avaient moins de dents que les hommes. Ah. Et pendant 2000 ans, personne n'a eu la bonne idée d'ouvrir 2 bouches et de compter le nombre de dents. Pourquoi? Parce que la société n'était pas prête à entendre que la femme pouvait être l'égale de l'homme, voire même supérieure. Donc du coup, on voit bien qu'il y a besoin d'être prêt. Et en l'occurrence, Darwin est arrivé pile au moment où on était prêt. Il y a l'aristocratie qui possède les terres, qui est liée à la religion, qui est le mode de pensée de la société, qui fait qu'en effet, on pense à la création de la terre à travers Dieu. Et puis, tout d'un coup, Darwin dit, tout cela, c'est quand même un peu branlant, c'est pas forcément la vérité. Moi, j'ai quelque chose de plus factuel à vous proposer, c'est tiré de la science, au moins c'est quelque chose de solide. Et puis, ça a servi évidemment à une autre catégorie, non pas les aristocrates, mais à la haute bourgeoisie, qui était en train de faire sa révolution industrielle, qui avait besoin de proposer un nouveau modèle. Au-delà de se dire, on a des choses à vous proposer qui sont des innovations à aller de l'avant, il fallait aussi justifier pourquoi on avait besoin d'innover, pourquoi on avait besoin d'aller de l'avant. Et Darwin a proposé cette solution, en quelque sorte. Donc, ça s'est installé très rapidement dans la conscience de tous, à ce moment. Et puis, ce modèle de pensée, eh bien, a connu en quelque sorte sa dérive, a connu une interprétation propre aux entreprises. Cette interprétation, c'est celle de se dire, ok, eh bien, puisqu'il faut être le plus fort, alors tous les rapports qu'on va avoir vont être frontaux, en quelque sorte. La fameuse poignée de main de Donald Trump. Dès le départ, il montre qui est le boss,
qui va piloter et qui va être le meilleur. Il faut lui écraser la main dès le départ. Et on a un peu ce modèle qui se met en place et qui se dit, ok, alors soit je suis un perdant, soit je suis un winner, à moi de choisir, mais il faut le décider dès le départ. Donc, face à cela, on voit que les entreprises ont connu une suite logique qui a été notamment la taylorisation, le découpage progressif du travail manuel pour pouvoir mieux le maîtriser et savoir que, voilà, on va chercher la performance, on va chercher la productivité. Et tout cela va faire que, 95% des entreprises aujourd'hui pensent à travers ce paradigme, à travers cette vision du monde de l'entreprise. C'est une véritable dérive, parce que plus on va penser à la performance, moins on va penser à l'humain. On n'a jamais vu autant de burn-out qu'aujourd'hui. Il y a une vraie souffrance dans le monde du travail. Ça aussi, une difficulté, c'est la difficulté écologique, on ne peut plus la nier. On voit qu'on est dans la surconsommation, que ce soit d'ailleurs de biens physiques ou de biens immatériels comme l'information. Et tout cela, ça crée un terreau qui est négatif et qui revient à ma question de départ, qui est de se dire, mais quelle est la finalité de l'entreprise ? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est justement d'être le plus performant, d'être juste le gagnant à court terme, ou est-ce que c'est de voir un peu plus loin que le bout de son nez, un peu plus que être simplement nombriliste? Et là, dans ces cas-là, en effet, c'est un autre mode d'entreprise dont on peut parler, un mode qui va être beaucoup plus humain, un mode qui va être capable de donner du sens. Ce sens, il est très important. Je viens juste de vous dire que la religion, elle est en train de faire un pas en arrière, elle donne moins de réponses qu'elle a pu donner à un moment donné. La politique, il y a une sorte de fossé qui est en train de se creuser. On ne pourra pas nier avec les derniers résultats et l'abstention qu'on a vu qui est record. Et bien ces deux éléments, c'était deux piliers très forts pour nous, êtres humains, pour nous donner du sens. Et si on n'arrive pas à avoir des piliers qui nous donnent du sens à long terme, qui nous permettent de voir très loin, qu'est-ce qu'on fait? On le voit à court terme. Mon court terme, mon quotidien, c'est la consommation et c'est le travail. Et comme par hasard, c'est les choses qui bougent le plus en ce moment. Donc, je vais demander à mon boss de me donner un job épanouissant, un job qui fait que, en effet, je sais pourquoi tous les matins je me lève. Je sais pourquoi je donne de mon temps. Pas pour le chèque en fin de mois, à la limite, ça m'intéresse plus. Ce que je veux vraiment, c'est d'avoir quelque chose où je me sens utile, tout simplement. Et puis, la consommation, on va voir qu'on a de nouveaux modes de consommation qui se développent. Des circuits courts, du local, du bio, du collaboratif. Toutes ces choses-là, en fait, elles nous redonnent du sens. Parce que comme ça, dans mon quotidien, je vois que mes petites actions, elles me donnent quelque chose de plus profond. Le travail, la consommation, c'est deux choses qui appartiennent à une même entité, celui de l'entreprise. Et si c'était ça la transformation numérique? Si c'était que l'entreprise, elle a un nouveau rôle à jouer. Pas juste celui de faire du chiffre d'affaires, d'être performant et d'être plus fort que l'un, que l'autre et d'être sur le meilleur marché, mais plutôt de se dire que maintenant que nous sommes tous connectés, maintenant que le numérique existe, je dois donner du sens. Je dois faire quelque chose de plus profond et c'est que comme ça que je vais fonctionner parce que sinon on va me rejeter, sinon je vais être perdu dans cet océan rouge où tout le monde fait à peu près la même chose et dit la même chose. Cette démarche, on lui a donné un nom, on a appelé ça la démarche communautaire. Une démarche qui a la capacité d'être sociale, humaine et engageante. Une démarche qui va s'appuyer sur un pilier très fort qui est celui de la raison d'être. Une raison d'être, c'est ce qui va guider l'entreprise et qui va lui permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle doit viser et comment elle fédère l'ensemble de ses communautés. Parce que oui, il n'y a pas que nous, êtres humains, qui faisons partie de communautés, il y a aussi l'entreprise. Elle vit avec les communautés. Communauté de collaborateurs, qu'on oublie peut-être trop souvent, spontanément. Communauté de clients, ça on y pense fréquemment. Communauté de fournisseurs. Voilà, on est fait de plein de communautés autour de nous. Et cette démarche communautaire, elle doit s'appuyer sur cette raison d'être. Alors, une raison d'être, c'est quoi? C'est pas un slogan, c'est pas une démarche promotionnelle. C'est plutôt de se dire, au fond du fond, qu'est-ce que je vise? Si je vous prends l'exemple de Nao Social, mon entreprise, notre raison d'être, c'est faire changer de paradigme les entreprises que l'on côtoie. Leur montrer qu'on n'est pas obligé de réfléchir de manière darwinienne, comme je l'ai expliqué, mais plutôt de manière communautaire.
Celui qui crée une page Facebook de mon entreprise, c'est qu'à son échelle, il participe à cela. Comme celui qui va créer une vidéo, comme celui qui va faire une conférence en ce moment sur une scène. Tous, à notre niveau, on y participe. Mais ça permet à tout le monde de savoir que c'est ça le fond. Parce que si on arrive à notre mission, à notre raison d'être, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont se comporter différemment, qui vont peut-être rapporter plus de bonheur au travail, peut-être qui vont être plus créatifs, etc., etc. Ben, on a l'impression tout d'un coup que c'est bien mieux que de faire un tweet et de dire « Cool, finalité, j'ai fait un tweet, je l'ai vendu, mon patron est content de moi, point ». Vous voyez que c'est quand même un peu plus difficile de l'imaginer comme ça. Donc cette démarche communautaire, elle se base sur cette raison d'être, et une fois qu'on a une raison d'être claire et définie, eh bien, il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, eh bien, vous allez devoir faire vivre vos propres communautés. Première chose pour avoir une bonne démarche communautaire, c'est fédérer sa communauté. Alors ça demande de savoir qui. Parce que j'ai pas mal de clients qui me font une petite liste assez sympathique en me disant bah nous on a besoin, par exemple si je suis une école, de la communauté des étudiants actuels, mais aussi des futurs, c'est quand même ceux qui vont remplir nos classes, les anciens, un réseau des anciens super important, les parents, ils financent, et puis les conseillers d'orientation, et mine de rien ils ont aussi leur mot à dire, les entreprises, elles donnent la taxe d'apprentissage, celles qui prennent des alternants aussi. Je peux continuer comme ça très longtemps et me dire, bah voilà, maintenant, notre animation de communauté va faire qu'il faut qu'on atteigne tout le monde en même temps, toutes ces communautés, avec un seul et même message. Impossible. Personne dans ces communautés va avoir les mêmes attentes, ni le même langage, ni la même culture, les mêmes croyances, les mêmes comportements. Donc on ne peut pas leur proposer la même chose. Donc il y a la nécessité de faire un choix. Et faire un choix, c'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire qu'on prend le risque de se planter. On prend le parti de se dire qu'à un moment donné, on va faire fausse route. Mais il faut être en capacité de le faire. Donc, par exemple, on va voir que l'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir une seule communauté, par exemple, la communauté des étudiants actuels. Celle-ci, elle a la capacité de parler à ses potes, potentiellement de futurs étudiants ou d'anciens étudiants. Et puis, cet étudiant va revenir chez ses parents le week-end. Il va réexpliquer un peu l'expérience qu'il a vécue au sein de son école. Ses parents vont parler à d'autres parents qui vont dire ouais, mon enfant, ça se passe super bien, il est super content de son école, patati, patata. Et puis, on voit que cet étudiant, il va aussi aller en stage, donc il va rencontrer les entreprises. Vous voyez? Eh bien, il y a une sorte de pierre angulaire qu'on a trouvée qui fait que si jamais on fait vivre quelque chose de très fort à cette communauté, en personnalisant ce qu'on lui a à lui dire, en lui faisant vivre l'expérience de l'école, ça veut dire sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle a à faire, eh bien lui, s'il est assez convaincu et qu'il vit quelque chose de fort, d'émotionnel, il aura la capacité d'en parler aux autres communautés. C'est ce qu'a fait Facebook avec les étudiants. C'est ce qu'a fait Pinterest au départ en s'intéressant uniquement plutôt à la jante féminine. C'est qu'ils sont partis d'un tout petit peu qui est devenu un très grand par effet viral, par effet exponentiel. Donc, dans ma démarche communautaire, il faut que j'ai conscience que, une fois que j'ai clarifié ma raison d'être, deuxième étape, il faut que je sois capable de viser une communauté précise. S'il n'y a que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, tant mieux. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va totalement à contrario de tous les outils dont on entend parler, des Facebook, des Twitter, où il faut avoir le maximum de nombre de personnes qui nous suivent, la plus grande portée qui soit. Ben en fait, non, c'est plutôt contre-intuitif ce que je dis, mais ça ne nous intéresse pas. On veut plutôt viser juste qualitatif et que le bouche à oreille, ils prennent comme cela. Alors en effet, la question est, ok, j'ai trouvé ma communauté, mais maintenant, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais avec cette communauté? Comment je crée la relation? Eh bien, en créant la conversation. Reprenez une conversation que vous avez eue avec un très bon ami dernièrement. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez 3 critères qui sont réunis. De la confiance. Allez dehors. Engagez la conversation avec une personne que vous ne connaissez pas. Je peux vous promettre que ça va être compliqué. Premier réflexe, il va essayer de protéger son sac. Et puis après, il va essayer de voir si vous n'êtes pas trop dangereux. Ça, c'est le cerveau reptilien. Donc évidemment, il faut qu'il y ait la confiance qui s'installe. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un centre d'intérêt commun. Je peux vous parler de ma passion pour les chaussettes. Au bout de 2 minutes, vous allez dire, c'est marrant, puis vous êtes curieux, vous êtes là pour m'écouter en quelque sorte, donc vous allez écouter. Au bout de 5 minutes, ouais, il va peut-être passer à autre chose. 10 minutes,
Oh, le lourd. Et au bout de 30 minutes, vous allez essayer de m'inviter un vendredi soir, ou c'est un mercredi midi, un dîner bien connu. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est pas un centre d'intérêt commun, donc je suis devenu un peu lourd à la fin. Ben là, c'est pareil, il faut trouver un centre d'intérêt commun, parler, je sais pas, d'un artiste que vous adorez, ses concerts, comment les derniers concerts qu'il a fait, les derniers albums qu'il a sortis, les meilleures chansons qu'il a pu faire. Vous verrez que les minutes elles vont passer ultra rapidement. Et enfin, dernier critère, c'est de l'écoute. Ouais. Si j'écoute pas la personne qui est en face de moi et qui me parle, c'est ce qu'on appelle un monologue. Et puis si du coup je continue de parler sans l'écouter, à la fin je vais faire du hors-sujet. Donc ce n'est plus une conversation. Ces trois critères qui marchent quand on voit un très bon pote en face de nous, eh bien ils marchent tout autant pour l'entreprise. Il faut savoir se l'appliquer. L'entreprise elle doit être en capacité d'écouter sa communauté. Elle doit être en capacité ensuite de créer une sorte de relation de confiance pour lui parler de quelque chose qui l'intéresse autant que ça intéresse l'entreprise. Or, de dire que je suis le plus beau, le plus fort et le meilleur et que 100% de mes clients sont satisfaits, ça n'intéresse pas beaucoup la personne en face de vous. Ça, vous êtes en train de montrer votre nombril. C'est bien pour vous, mais est-ce que c'est vraiment bien pour elle? C'est pas sûr. Donc du coup, ça vous demande de revoir ce que vous avez à dire à votre communauté et c'est là où ça va prendre. Et une fois qu'on a trouvé ce sujet de conversation, vous inquiétez pas, les likes, les mentions j'aime, les commentaires, les partages, ils vont arriver spontanément, c'est engageant. Parce que tout d'un coup, on a arrêté de parler de soi pour soi et en se rassurant en se disant ah bah j'ai mis en gros que j'étais le meilleur, donc s'ils n'ont pas compris que j'étais le meilleur, bah oui mais tout le monde dit la même chose mon pote. Donc du coup comment tu vas te différencier? En le disant plus haut, plus fort, en tapant encore plus fort? On peut essayer, ça va coûter cher, et puis à la fin, ça donnera toujours pas grand-chose. Donc il y a besoin de revenir en arrière et de se dire, non, mes communautés, elles constituent la vie de mon entreprise, je les aime, et je vais leur déclarer mon amour en parlant de choses, justement, qui les intéressent, et elles, et moi. Et là, on a quelques exemples. On a des exemples avec la Caisse d'épargne Normandie, avec qui on travaille, où on parle de musique. On ne parle pas de carte bleue, on ne parle pas de compte bancaire. On parle d'un sujet où la banque est légitime. Sa raison d'être, c'est simplifier le quotidien de la vie du Normand sur son territoire. C'est pour ça que c'est une banque mutualiste qui va financer des hôpitaux, qui va financer des autoroutes, mais aussi la culture. Donc parler de musique, c'est pas hors sujet. Au contraire, ça montre l'impact de la banque. C'est pour ça qu'avec YouSign, qui fait la signature électronique, on va parler de simplification des business. Parce qu'eux, à leur niveau, grâce à la signature électronique, ils simplifient le business. Mais il y a d'autres startups dans les RH, dans la compta. Donc on crée un site d'actualité qui s'appelle Simple as Hello, simple comme bonjour. Et on explique, et on montre, et on fait des interviews d'entrepreneurs qui ont simplifié leur vie, comment ils ont fait. Voilà, on parle d'un sujet qui intéresse tout le monde. Vous voyez comment on peut élargir? Alors évidemment, il y a le réflexe qui va revenir vite, qui est de se dire ok, c'est bien, je prends en compte les communautés, etc. Je leur parle de ce qu'ils attendent, mais à quel moment je vends? À quel moment je dis que je vends tel produit? À quel moment j'aurai une petite chance? Là où on nous apprend aujourd'hui que le moindre clic doit être calculé, que la moindre seconde doit être économisée pour aller au plus vite, au plus fort. Eh bien en fait, c'est que là, vous essayez de trouver une réponse avec un ancien paradigme. Et il n'y a rien de pire que d'essayer de réfléchir à une problématique avec le mauvais paradigme. C'est ce qui explique pourquoi certaines startups sont capables de disrupter des marchés entiers et que les géants disent bah du coup on va taper plus fort avec notre argent. Ah mince, ça marche toujours pas. Bah oui, parce qu'en fait, ils fonctionnent pas de la même manière, ils réfléchissent pas de la même manière. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut être capable de se dire que la belle conséquence, la conséquence positive d'une raison d'être bien menée, c'est de créer du chiffre d'affaires. Créer du chiffre d'affaires, c'est pas une finalité en soi. On est d'accord que sans chiffre d'affaires, l'entreprise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas recruter, elle ne peut pas innover, elle ne peut pas avancer. Mais le chiffre d'affaires, c'est comme, en quelque sorte, de l'oxygène. Moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin de respirer. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Donc, en l'occurrence, pour exister, j'ai besoin d'oxygène. Mais je ne peux pas dire non plus que pour que ma consécration, ma raison d'être, ce soit d'avoir de l'oxygène. Sinon, ça fait un consécration de ma vie. J'ai respiré. Bah, exactement la même chose pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est pas sa finalité. Sinon, ça devient à être le serpent qui se mord la queue, et au bout d'un moment, on sait même plus où on va. Donc, pour tenir une vision claire, il y a besoin de cela. Donc là, mon idée aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il faut réfléchir à travers vos communautés. Et pour cela, vous avez quelques workshops, quelques ateliers tout simples que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises, dans votre projet, pour justement essayer d'avancer sur ces sujets. Alors, comment trouver sa raison d'être? Première question. Il y a un petit atelier qui s'appelle À la Une,
qui est que c'est un peu comme quand vous gagnez, vous imaginez, là, vous êtes en voiture, vous vous ennuyez, et puis vous dites, tiens, si je gagnais 1 euro million, qu'est-ce que je ferais de tout cet argent? Puis hop, c'est parti pendant des minutes. Du coup, je ferais ça, là, j'inviterais mes potes dans une villa avec le jet privé, machin, truc. Et ben là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pour votre entreprise. Ça veut dire que vous allez imaginer qu'un journaliste vous découvre, vous, votre entreprise, et se dise, waouh, ils ont réussi, c'est la consécration. Là, c'est top, il faut que j'en parle. Je vais faire ma une de magazine sur eux. Et ben c'est vous qui allez écrire cette une. C'est quoi l'image à la couverture? C'est quoi le grand titre? C'est quoi les titres à l'intérieur de l'article? C'est quoi les photos qui illustrent l'article? Qu'est-ce qu'on met dans le cadre, dans le petit cadre de contexte? Tout cet ensemble, vraiment comme si vous étiez un journaliste, et ça va vous permettre de voir déjà si toutes vos équipes sont raccord avec cette vision finale de l'entreprise, quelle est sa consécration, et puis vous, ça va vous permettre de pouvoir mettre des mots à votre raison d'être. Donc ça peut vous aider. Après, il y a aussi la question de, ok, mais les communautés que je vise, qui sont-elles? Comment je les choisis? Eh bien, faites plusieurs tests et faites une carte d'empathie. Ce mot, il est super important. Avoir de l'empathie, se mettre à la place d'eux. Et cette carte d'empathie, c'est de se dire que, eh bien, je dessine un petit bonhomme au centre et puis je vais faire des cadres tout autour. Et je vais me poser la question de qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent. Et je vais remplir au fur et à mesure. Et tout d'un coup, je vais me rendre compte, dans sa vie globale, pas forcément uniquement sur votre produit. Et vous allez vous rendre compte tout d'un coup qu'il y a peut-être des cases où il va manquer des critères, des mots. Peut-être que vous ne connaissez pas si bien que cela votre communauté. Super, challenge pour vous. Vous pouvez aller écouter cette communauté, discuter avec elle, récupérer de l'info pour être de plus en plus pertinent dans ce que vous allez pouvoir lui proposer, et notamment en trouvant son centre d'intérêt, le sujet vraiment qui va la passionner, qui va lui plaire. Voilà 2 ateliers très simples qui prennent 10, 20, 30 maxi minutes à mettre en place. Et c'est ces ateliers-là qui vont pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre démarche communautaire. Là, le but, c'est de lire différemment l'économie. C'est de faire en sorte qu'à un moment donné, ce que vous avez à dire, eh bien, vous allez le faire de manière pertinente parce que vous allez engager l'humain, et la communauté c'est que ça, c'est de l'humain, et vous allez voir qu'on va vous le rendre fois 1000 parce qu'une personne qui est convaincue, une personne qui a vécu une belle expérience avec une entreprise, elle est forcément capable après de le redire aux autres. Pour finir, on voit qu'un nouveau métier apparaît, c'est le métier des influenceurs. Il y a même des diplômes qui apparaissent pour devenir influenceur. Donc vous comprenez bien que les communautés, elles sont en train de se structurer. Elles sont même en train de capitaliser sur l'influence, la prescription qu'elles peuvent avoir. Et donc du coup, vous avez tout intérêt à comprendre les ressorts, l'articulation pour les activer et faire en sorte eh bien, que toute votre entreprise, ce soit un ensemble de communautés eh bien, qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui ont envie de vous aider et qui va le faire avec grand bonheur. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Ambroise pour cette belle démonstration de cette transition des entreprises pour les mettre sous influence de belles communautés engagées. Je me posais, peut-être avez-vous des questions à poser à Ambroise? On a quelques minutes pour cela, un micro peut venir vous rejoindre. Et en attendant, je vais peut-être poser une toute première question. Ce travail de transition, de changement de modèle, avant d'organiser ces premiers ateliers, il y a aussi un travail aussi pour se dire de changer les postures, à la fois des dirigeants, mais aussi des salariés dans une entreprise. Complètement, parce que sinon c'est très dangereux. Ça veut dire qu'on fait les premières étapes et tout d'un coup on se rend compte que en fait ça ne nous correspond pas, on ne comprend pas ce qu'on fait, et puis comme un ressort qu'on aurait tendu, ça va vite fait revenir à l'état initial et ça va créer beaucoup de frustration dans les équipes qui ont essayé de mettre cette dynamique en œuvre. Donc ouais, ça demande beaucoup de sensibilisation, d'acculturation, de montrer qu'il y en a qui ont réussi à cela, des exemples aussi bien français qu'à l'étranger, lucratifs que des associations non lucratives, où toutes ont trouvé justement une nouvelle respiration, une nouvelle croissance, non pas parce qu'ils l'ont visé, mais parce qu'ils sont revenus aux fondamentaux, qui est de se dire pourquoi j'existe, moi entreprise, qu'est-ce que j'ai à proposer, et quelle est ma valeur ajoutée, et qu'est-ce que j'ai à faire vivre, à partager avec mes communautés. Autre point que j'ai retenu aussi dans ton intervention qui me paraît extrêmement important, c'est celui aussi du droit à l'erreur. Parce que changer de modèle, la transition, ça implique d'oser. Et oser, c'est le risque, et aussi donc ce droit à l'erreur. Et ça, c'est important de le définir peut-être dans les règles du jeu dès le départ. On fait même un système de vie, comme dans les jeux vidéo, on a 3 cœurs, et puis si on bousille les 3 cœurs, c'est game over en quelque sorte. Non, le but c'est de se dire on a des cœurs, et puis en dessous on a des étoiles qui sont les chances.
Nos cœurs, ce sont les communautés. On va essayer d'atteindre telle communauté pour qu'elle fasse écho et qu'elle fasse bouche à oreille. Première chance pour l'atteindre, tel concept. Deuxième chance, troisième chance, ça n'a toujours pas marché. Allez, on passe à une autre communauté. Et comme ça, au fur et à mesure, on réitère très rapidement. Le but, c'est pas de se dire qu'on passe 2 ans sur chaque communauté, sinon ça ne marche pas. Mais de manière cyclique, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, on est capable de faire des grands points. Eh bien, on avance et on voit quelles sont les communautés qui sont porteuses, celles qui font écho, celles qui sont vraiment en phase avec ce qu'on a à leur proposer dans les valeurs de l'entreprise. Peut-être une question de la salle ? Alors moi j'ai encore un dernier point pour continuer à t'embêter un peu. C'est donc le droit à l'erreur, la transition, ce changement de modèle. C'est aussi être plus attentif à ces communautés, se mettre en capacité aussi de capter des signaux faibles qu'on ne va pas forcément entrevoir lorsqu'on développe une stratégie de communication, de marketing un peu classique. De base, de toute façon, si on va chercher une communauté, voilà, j'ai dit il faut faire des choix en quelque sorte, évidemment on va chercher des communautés de niche très précises. Plus la communauté est petite, plus elle peut être efficace et plus elle peut être forte en quelque sorte. Donc on voit que d'ailleurs certaines entreprises tirent leurs innovations d'une toute petite frange de communauté. J'ai des exemples où on s'inspire pour les soutiens-gorge de femmes athlètes, donc qui ont une pratique extrême en quelque sorte. Tout le monde ne va pas courir 3 heures par jour et ils se disent bah voilà, il faut un meilleur maintien de la poitrine, donc du coup on va développer telle technique, on va innover de telle manière et puis cette technologie qu'ils ont développée, ils la proposent ensuite eh bien, à l'ensemble des consommatrices et comme par hasard on va préférer cette marque parce que en fait quand je porte ce soutien-gorge j'ai l'impression moi aussi d'être ultra important et de faire partie de cette communauté ultra restrictive des femmes athlètes et si c'est bien pour elles qui ont une pratique extrême c'est forcément bien pour moi aussi. Donc on voit que ça ne va pas forcément émaner de la masse, de là où il y a le plus grand nombre, mais plutôt des signaux faibles qu'il y a tout autour de nous, et qui sont des communautés très précises. Mais dès qu'on a compris ces communautés, là on est sur des travaux très proches de l'anthropologie, de l'écoute et de la compréhension des communautés, eh bien on va savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, le proposer pour le généraliser par la suite. Mais en général, c'est même pas généralisé par la marque, c'est généralisé par cette toute petite communauté qui a partagé, qui en a parlé, qui a fait ce bouche-à-oreille. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Ambroise Carrière, donc je le rappelle, directeur fondateur de Now Social. Au revoir.